Je vais répondre par le fait que les parents d'aujourd'hui sont drôlement mieux que les parents d'avant. C'est-à-dire que les parents d'aujourd'hui sont absolument remarquables par rapport aux autres parents. Moi, mon gendre est mieux que moi comme père, c'est indiscutable. Et donc, c'est cette bienveillance, cette démocratie familiale augmentée crée un trouble dans l'autorité. On sait bien que la démocratie, c'est quand même, ça ouvre le champ à la contestation. Par exemple, en Chine, les jeux vidéo, on n'a droit qu'à 3 heures par semaine. Essayez de faire ça en France, c'est impossible. Donc on voit bien que l'État-nation, la Chine, est un milieu autoritaire par rapport à nous qui sommes un milieu démocratique. Et le danger de la démocratie, c'est qu'effectivement, ça diminue l'autorité un peu bêtasse, l'autoritarisme, quoi. Non, l'autorité, c'est intéressant, ça autorise. Lui dire non, c'est important. Par exemple, pour les tout petits, il y a des frustrations nécessaires. Mais on les aime tellement que maintenant, c'est difficile de dire non à son petit bébé qui est si charmant et si précieux. Les enfants sont devenus la denrée la plus importante de notre vie. Quand consulter, quels sont les signes, quels sont les signaux, parce que c'est un terme qui plaît beaucoup à l'éducation nationale et au monde éducatif, qui pousse à consulter. Je crois que la réponse est d'une simplicité, j'allais dire évangélique. C'est-à-dire que c'est simple, c'est quand les parents sont étonnés par un comportement de leur adolescent, il faut consulter. Il ne faut pas croire que c'est soi, qu'on est coupable, par exemple. Par exemple, prenons l'histoire banale d'une séparation et un ado qui fait une dépression hostile. Parce que les ados, par exemple, quand ils vont mal, ils sont hostiles. Nous, quand on va mal, on s'effondre. C'est plus banal. Eux, ils sont concurrentiels avec la réponse, avec le contact. Et donc, tout ce qui étonne les parents est à prendre en compte. Et le progrès actuel en tout cas de ma discipline, de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, c'est que les parents démarchent spontanément auprès de nous. C'est-à-dire qu'ils viennent mettre un tiers au milieu de leur relation familiale. Vous vous rendez compte le progrès? Comment oser parler de sa famille à quelqu'un qui est un étranger? Et c'est pourtant ça, la pédopsychiatrie. C'est le fait de pouvoir interpeller quelqu'un pour parler de soi, de son intimité familiale. Et c'est capital, parce que c'est justement cette neutralité, le fait que je ne sois pas le grand-père de cet adolescent qui me permet d'intervenir de manière non affective et non sensible, en étant bien sûr ému lorsque les situations sont difficiles, mais en étant moins dans une relation affective et qui me contraint, qui me lie. Vous savez, toutes les semaines, je vois des parents qui me disent combien de temps peut-il jouer aux jeux vidéo? On dirait que les pédopsychiatres sont maintenant prescripteurs d'heures de jeux vidéo, quoi. On dirait qu'on est là pour dire il va jouer tant. Non, je crois que c'est pas la quantité de jeux, c'est plus quand et comment ça coupe la relation. C'est pas le jeu qui importe. Par exemple, regardez, si par exemple il va sur les réseaux sociaux, qu'il est timide, on sait maintenant que lorsque tu as plein d'amis virtuels, il y a après plein d'amis réels. Donc on a envie de lui dire vas-y puisque tu es timide. Par contre, si quand vous êtes à table avec lui, il a son portable, il ne vous écoute pas, il ne répond pas à vos questions. Et moi, ma réserve, vraiment, ma crainte, une des craintes, alors que je suis plutôt favorable aux écrans, aux jeux, etc., c'est quand même les tout petits. Les tout petits qui sont abandonnés à la tablette pour que les parents parlent d'autre chose et ne s'intéressent pas à leur enfant, notamment lors du repas de famille. Je voudrais que les parents réfléchissent, lorsqu'ils mangent avec leur enfant de 2, 3 ans, etc., de quoi ils parlent, est-ce qu'ils lui parlent, est-ce qu'ils s'intéressent à lui, et est-ce que la tablette ne les arrange pas pour finalement ne pas s'en occuper? C'est la question que je pose. Et alors là, je suis très précis. Je crois que la tablette chez les tout petits peut entraîner des retards de langage chez des enfants tout à fait intelligents qui n'ont pas besoin de parler parce que la tablette, ça ne parle pas. Et que pour parler, il faut parler comme on fait là. Si par exemple je fais ça, puis je vais à un écran, vous voyez, j'ai plus d'intérêt. Et si au contraire je parle, vous pouvez penser il a raison, il a tort, c'est la base de la dialectique de la communication humaine. La violence dans les quartiers renvoie à une thématique plus générale. Les études ont montré que depuis
depuis une vingtaine d'années, la violence et l'autoviolence se développent beaucoup. C'est un des signes négatifs de notre évolution actuelle chez les gens jeunes. Autoviolence, scarification, c'est un phénomène qui n'existait pas avant. Et puis, autoviolence, suicide, qui a beaucoup diminué, tant mieux. On est passé de 1500 à 600 suicides par an, donc c'est vraiment, j'ose pas dire un progrès, parce que c'est quand même terrible de parler de progrès dans une mortalité à l'adolescence. Alors que les conduites à risque, elles, continuent à être importantes et ça ressemble à des suicides déguisés. Mais la violence aussi se porte sur les parents. Il y a des parents battus, on parle beaucoup d'enfants battus, et il y a des parents battus, notamment les mamans en situation monoparentale qui sont brutalisées lorsqu'ils deviennent grands, un peu comme des hommes violents avec leurs femmes. Parce que cette situation monoparentale, quand la maman ne se recompose pas, fait couple, et couple qui peut être dans une situation de violence qui existe par ailleurs de manière malheureuse dans notre pays pour les femmes, les hommes violents par rapport aux femmes. Et donc ce système de violence, c'est quoi? Pourquoi on est violent? Vous savez, quand on est violent, je vais vous donner un exemple que tous on a vécu. On est en voiture et un type fait une manœuvre curieuse. On se met à insulter, on est furieux. Voilà, la violence, c'est quand on ne réfléchit plus. La violence, c'est quand on est en perdition dans une situation difficile. Et donc ces adolescents violents sont en situation difficile. Ils vivent dans un quartier, c'est moins bien, c'est plus défavorable que de vivre dans un quartier huppé avec des gens qui te soutiennent, qui te comprennent et qui ont des moyens de communication et qui ne sont pas non plus tristes et pas violents contre leur sort. Il y a une sorte d'identification à la violence du fait je suis migrant, je ne me suis pas intégré et donc j'en veux à cette société qui ne m'a pas accepté.